Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de En tête à tête sur 8 Mont Blanc. Nous sommes à Annecy aujourd'hui et j'ai le plaisir de retrouver Sarah Avetan, la créatrice des bonnets Mine. Bonjour Fanette. Bonjour, alors je dis bonnet, mais en fait on voit, ça s'est un petit peu élargi au fur et à mesure des années. Ça s'est étoffé un peu grâce au salon et puis aux demandes des clientes. J'ai trouvé le terme de déterminé pour résumer qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement et tout au fil de ton parcours. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un mot qui te convient? Un peu par défaut, dans le sens où je ne l'ai pas cérébralisé. Mais oui, pour le coup, quand on regarde depuis 10 ans tout ce que j'ai pu faire pour essayer de vivre de ma passion, oui, on peut dire un peu. Et des passions, tu en as eu plusieurs, puisque petit résumé de ta vie, au début, tu as commencé par le ski à haut niveau en compétition. Ensuite, tu as arrêté. Il y a eu le ski freestyle. Il y a eu une blessure, c'était en 2009. Et puis en 2010, tu lances la marque Mine, pas forcément sur ce format-là au début. Et puis petit à petit, tu es arrivé à la construction voilà, de cette marque avec tes valeurs. Comment on peut résumer aujourd'hui Mine en 2020, c'est quoi? Mine, c'est une passion. C'est une passion, c'est des clients qui te portent et qui continuent à te soutenir dans toutes les épreuves. Et il y en a. Et il y en a quelques-unes, j'avoue. Mais en fait, c'est vraiment le partage et la création qui est mise en avant, la passion. Et ce qu'il faut dire, c'est que tu fais tout. Oui. Oui, je fais tout et même un peu plus parce que du coup, avec les créations que je fais également quand je suis en Guadeloupe, je mets la création en avant. C'est-à-dire que peu importe où je me trouve, c'est la création qui prévaut. Je suis à la montagne, je fais les bonnets, je suis à la mer, et ben je vais faire d'autres choses. Puisque tu es à Manigo, pour ceux qui l'ignorent. Alors, comment ça s'est passé cette année 2020 quand on est artisan d'art? On en reparlera, créatrice, une année forcément particulière. Est-ce que tu as pu continuer à travailler tout simplement? Alors, moi, j'ai pris de la distance, on va dire. Pour le coup, on a réussi à aller passer le confinement aux Antilles. Donc, j'ai continué à créer en essayant de se préserver au maximum de toutes les angoisses qui pouvaient être liées à cette situation. Et le retour se fait à un moment où on peut quand même retourner un peu à la rencontre des clients, en sachant quand même qu'il y a beaucoup de dates qui sont en sursis, des rencontres avec les clients qui sont importantes sur les salons. Et je remercie en particulier les organisateurs d'événements qui continuent à tout mettre en place pour qu'on puisse continuer à travailler. Je l'ai dit, tu es artisan d'art. Ça veut dire quoi très concrètement? Artisan d'art, ça veut dire qu'on met en avant un savoir-faire ancestral qui est répertorié par la chambre des métiers et de l'artisanat. Et là, en l'occurrence, moi, ce sera tout ce qui est crochet, tricot, etc. Et donc créatrice, tu es à l'origine de tout ce qu'on peut voir là ici. Comment ça s'articule les deux? C'est-à-dire que tous les créateurs ne sont pas des artisans d'art. Est-ce que tous les artisans d'art sont des créateurs? Comment on articule ces deux fonctions-là? C'est ce qui est un peu compliqué, en vrai, à mettre en place. C'est-à-dire qu'on peut être artisan sans être forcément créateur. Un artisan, moi, mon papa est artisan et il n'est pas purement dans la création comme on l'entend, dans le sens où il va être dans le concret. C'est-à-dire que pour monter une fenêtre, alors il y a une part de création, mais elle est plus terre à terre, mais un peu moins originale, on va dire, que les créateurs qui sont fabricants d'accessoires ou de déco. Et par contre, effectivement, on peut être créateur sans être fabricant. Et là, on se retrouve dans une situation où on a sur des salons des créateurs très légitimes qui designent, mais qui font fabriquer. Et par rapport auxquels on ne peut pas forcément être en concurrence. Et notamment au niveau du prix. C'est évidemment le nerf de la guerre, c'est ce que les clients voient à la fin. C'est-à-dire que si on communique suffisamment sur le fait qu'on fabrique tout nous-mêmes, on a beaucoup d'outils maintenant pour le faire avec les réseaux sociaux, etc. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas suffisamment informés sur le fait que quand tu es créateur et fabricant, tu n'as forcément pas les mêmes contraintes financières que quelqu'un qui fait fabriquer à l'étranger ou même en France, mais qui fait fabriquer de façon industrielle. On parle beaucoup de création française, de Made in France, de circuits courts, de production locale.
concrètement, quand on est face au client, c'est pas si évident que ça de faire valoir que voilà, derrière, il peut y avoir un prix peut-être un peu plus élevé parce qu'il y a des charges, il y a du savoir-faire. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont très envie de promouvoir le Made in France. Vraiment très envie. On le sent, les clients sont très, très intéressés par notre démarche. Par contre, comme on est fondu dans le lot avec les autres créateurs qui font designer ou carrément la concurrence étrangère qui n'est du coup pas du tout sur le... Là, on ne parle pas du tout de la même échelle. Ce qui se passe, c'est que les gens ont très envie de nous acheter des choses, mais au niveau financier, au niveau prix, des fois, ça coince. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir des pièces peut-être un peu moins nombreuses, mais qui ont vraiment envie de nous faire travailler. Par contre, effectivement, quand on a des gens qui viennent sur les salons, qui regardent les prix, souvent ils sont surpris parce qu'ils ne sont pas habitués à ces tarifs. Il faut l'argumenter. Toi, quand tu vends un bonnet, alors chaque bonnet est unique, ce sont des pièces uniques. Quand tu vends un bonnet, je dis n'importe quoi, 70 €, il faut argumenter le prix auprès des clients. Alors, moi, j'ai un problème supplémentaire parce que le bonnet n'est pas un accessoire très, très bien vu à la base. On n'imagine pas forcément un bonnet à plus de 40 €. J'essaye vraiment d'amener le bonnet dans la catégorie de l'accessoire de luxe, au même titre qu'une paire de chaussures ou un sac à main. Le problème qu'il y a, c'est que sur le bonnet, on part quand même de très très loin et pourtant je peux vite être très très chère comme les pièces que je porte actuellement. On est sur des gammes où moi, niveau création, je me lâche complètement. Mais au niveau du prix, du coup, ça s'en ressent un peu. Alors tout le monde me dit ils sont superbes, mais la démarche est quand même compliquée après de passer à l'étape achat. Une fois expliqué, est-ce que les gens comprennent mieux ? De toute façon, je pense que si j'expliquais pas suffisamment bien, ça ne se ferait pas 10 ans que je suis là. Et j'ai une communauté qui est très, très bienveillante et qui fait l'article à ma place. C'est-à-dire que moi, depuis Manigo et sur les salons, je ne rayonne pas autant que ce que font mes clientes. À chaque achat, c'est comme si elles me faisaient de la pub. À chaque fois que quelqu'un leur demande où elles ont trouvé leur bonnet, ça leur va super bien. Après, elles annoncent le prix, on les traite de folles. Et en fait, la copine qui a traité de folle, l'année d'après, elle vient me voir. Parce que dans le commerce, maintenant, on est à peu près sur les mêmes tarifs. Et on n'a pas de la pièce unique, on n'a pas du fait main, on n'a pas de personnalisation. Donc tout se fait petit à petit. Et très honnêtement, si je n'expliquais pas suffisamment clairement, j'en serais pas là aujourd'hui. Est-ce que ça peut être décourageant ? Parce que c'est ton travail qui est là, c'est tes créations, donc tu mets de toi dans ce que tu vends. Donc est-ce que ça peut être des fois décourageant ? Ça l'est, hein, ça peut l'être, et la situation actuelle n'arrange pas grand-chose. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai mis en perspective beaucoup de choses depuis l'arrivée de mes enfants. Parce qu'avant, quand je vendais une création, je vendais un bout de moi, ce qui est encore le cas, mais maintenant je prends un peu de recul. C'est-à-dire qu'avant, quand on me disait qu'on n'aimait pas mon travail, j'avais aucun recul et je le prenais vraiment très personnellement. Maintenant, je me rends compte en faisant que de la pièce unique qu'il me suffit d'un modèle pour plaire à une personne et que si j'ai un modèle qui plaît pas, c'est pas grave. En général, il va forcément trouver preneur, mais je prends un recul nécessaire maintenant depuis que voilà, mes enfants sont là, j'ai tout mis en perspective. Globalement, c'est ça. La problématique que tu as des artisans créateurs, je suppose que tu n'es pas la seule à l'avoir. Est-ce qu'il y a une collectivité, un esprit solidaire collectif qui peut se créer on est autour on est entre les Ça deux. dépend. Ça dépend. En fait, on est sur un milieu où il y a beaucoup d'ego parce qu'on parle de nous, nos créations. Quand on vend quelque chose qu'on a fabriqué d'une toute pièce et qui vient du cœur, c'est hyper difficile de se dire cette pièce-là, ça fonctionne pas, ou l'autre, ça marche mieux. Donc on parle de problèmes d'ego qui sont compliqués à gérer. Et en même temps, on a tous les mêmes problématiques parce qu'on se retrouve à proposer aux clients des tarifs et non plus des produits. Donc tout le monde a cette problématique-là de C'est-à-dire que certains vont partir du prix qu'ils imaginent que les gens peuvent acheter. Peu importe le produit. Peu importe le produit. Le nombre de fois sur les salons où les organisatrices m'ont demandé d'aller discuter avec des créateurs qui pouvaient passer, 10 heures sur une pièce, puis qu'ils le vendent 15 €. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils ont un salaire à côté, ceux qui sont salariés, qui font ça en auto-entrepreneuriat à côté, qui ne se rendent pas forcément compte des problématiques qu'ils pourraient avoir s'ils étaient à leur compte uniquement dans cette activité.
Mais pour le coup, je sais que le problème, il y a une espèce de vortex qui attire tout vers le bas. On imagine que les gens vont pas mettre plus de ce prix, donc on met ce prix-là. Et au final, les gens s'habituent à avoir des tarifs qui sont assez bas. Et quand on essaye vraiment d'en vivre, on se rend compte que le calcul n'est pas bon, quoi. Du coup, la solution, elle serait où, selon toi? Ou l'une des solutions? Alors déjà, la solidarité entre créateurs, je pense qu'il faut la mettre en avant au maximum. Là, on a la chance d'être accueillis ici par un maître On artisan. n'a pas dit où on était. Nous Oui. sommes à la poterie du Vieil Annecy. À la poterie du Vieil Annecy, chez monsieur et madame Oraison. Monsieur Oraison est maître artisan, potier. Et donc rien à voir avec ce que je peux faire sur le papier. Mais en fait, il est dans la passation de passion plus que la passation de son savoir-faire. Il est maître artisan potier depuis des années. Et l'idée, c'est de faire rentrer dans sa boutique à Annecy des petits créateurs locaux qui ont envie de partager cette passion et de pouvoir présenter leur travail. On a la chance d'être en vieille ville, d'être sur Annecy, d'avoir des clients qui passent. Alors, ce qui est génial ici, c'est qu'on a vraiment tous les âges. Donc, la clientèle qui est un peu plus âgée va découvrir nos créations. Nos clients vont découvrir des poteries qu'ils n'auraient pas soupçonné trouver ici. Et donc vraiment, on est sur cette démarche-là. Je pense que c'est important de se serrer les coudes. Voilà. Et après, il y a des choses qui essayent d'être mises en place par la Chambre des métiers. Je suis très régulièrement en contact avec des gens qui ont envie de nous faire travailler, mais qui se retrouvent bloqués devant les mêmes portes que nous, c'est-à-dire les droits d'entrée au bail, les pas de porte qui sont très chers. Il faudrait vraiment... Le top, ce serait que la mairie d'Annecy se rende compte du vivier de création et de créateurs. Parce que vous êtes nombreux. On est très nombreux. Et en plus, on a la chance d'être dans une région de tourisme où il y a vraiment, vraiment les gens qui ont envie, avec la proximité avec la Suisse, qui ont envie d'avoir des belles pièces. Il nous faudrait un espace participatif, réservé à la création, pourquoi pas subventionné par la région. Moi, je rêve de ça, de quelque chose qui est subventionné par la région, par la mairie, qui permet de louer des espaces moins chers sur des périodes courtes, parce que moi, typiquement, avec les bonnets, en juillet et en août, si je paye un loyer à l'année, c'est pas très intéressant, mais il y a des gens qui ont des problématiques de produits très spécifiques à des saisons, et pourquoi pas faire tourner, avoir une rotation comme ça. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ici, et par contre, je pense qu'il y a vraiment suffisamment de créateurs dans le coin pour pouvoir le mettre en avant à une plus grande échelle. Un mot pour finir, le combat continue. Ah bah, de toute façon, tant que la passion est là, et c'est encore le cas. Pas. Oui, ouais. Non, vraiment, c'est ça, et puis on est porté par nos clients, vraiment. Tous ceux qui nous soutiennent, on ne peut pas les lâcher. Eh ben, merci beaucoup, Sarah. Merci. Et donc, je rappelle, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Nous sommes à la poterie du Vieil Annecy, rue Sainte-Claire, dans la vieille ville, pour ceux qui connaissent. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe technique. À bientôt sur 8 Mont Blanc.